Cette vidéo est excellente. Cette vidéo est absolument excellente. Pour le coup, c'est vraiment un avis très bien construit, je trouve. C'est super. Mars, la planète rouge, a depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez, animé les passions et les fantasmes les plus fous. Déjà, au début du XXe siècle, certains astronomes crurent observer des signes de vie sur Mars. À l'époque, on parlait d'un réseau de canaux étendu sur toute sa surface, ainsi que de larges zones d'ombre, interprétées à l'époque comme des zones de végétation. Alors oui, il va sans dire que l'on sait depuis longtemps que ces canaux étaient en fait des illusions d'optique dues à la nature complètement merdique et pétée des télescopes de l'époque, et que ces zones d'ombre correspondaient en fait à de grosses tempêtes de poussière qui, entre parenthèses, sont extrêmement courantes sur Mars. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, qui a fini par flinguer Opportunity. My battery is low and it's getting dark. Shut the fuck up. No one cares about your robot fanfiction. Know your fucking place, trash. Fucking robots. I don't give a fuck about no robots. They ain't got no soul. Pour terminer cette petite parenthèse sur ces fameuses tempêtes de poussière martienne, c'est d'ailleurs également un potentiel frein pour poser le pied sur Mars, parce que cette putain de poussière de merde, de une, est ultra abrasive, c'est de la régolithe, comme sur la Lune finalement, une poussière composée littéralement de micro-lames de rasoir de silice, et de deux, cette poussière est tellement fine que malgré l'atmosphère ridiculement faiblarde de Mars, il arrive que des putains de tempêtes de poussière géantes recouvrent l'intégralité de la planète pendant plusieurs mois. Donc autant vous dire que Elon Musk a intérêt à bien regarder la météo avant de se décider à y balancer une fusée. Tout ça pour dire que depuis bien longtemps, l'humanité projette ses fantasmes les plus fous sur cette planète, que cela soit chez les scientifiques, les rêveurs, ou tout simplement dans la culture populaire. Car tout le monde, de façon consciente ou inconsciente, a bien compris que Mars serait la première cible de l'humanité quand celle-ci aura enfin décidé de lever son gros cul de son berceau. Parce que non, la Lune, c'est bien, mais ça reste un bout du fameux berceau, à bien des égards. Et j'expliquerai ce que je veux dire par là dans une autre vidéo consacrée à notre bonne vieille Lune. Donc, Mars, est-elle finalement si prometteuse? Est-elle réellement à la hauteur des projections et des rêves les plus fous de l'humanité? Mars est-elle terraformable? Serait-elle capable de se transformer en une deuxième Terre si nous avions la volonté et la technologie pour y arriver? La question semble être extrêmement large et bien entendu sujette à débat, mais je vous assure que dans ce cas précis, la réponse est parfaitement binaire. Alors, je fais une petite parenthèse avant de... Just jump into it. Donc, vous l'aurez remarqué, la vidéo est sous-titrée pour nos amis anglo-zboob. En fait, c'est plutôt pour notre ami Elon Musk, enfermé dans son bureau pourri pour pouvoir tenir la cadence infernale imposée par les nombreux nouveaux clients de Tesla, Bah ouais, mais c'est ça aussi, de créer des trucs marchant trop bien. On se retrouve, malgré le fait d'être milliardaire, à plus pouvoir tenir les délais de livraison et à dormir dans son plan de production. It's actually cold in here too. Yeah, I like it cold. I like it cold. So you like it cold? I sleep on the couch over there. So you're just laying here on the couch? Yeah. Last time I was here, I actually slept literally on the floor because the couch was too narrow. Yeah, I was going to say. And Elon, I have to say, it's not even a comfortable couch either. No, it's terrible. This is not a good couch. Pour pouvoir régler les problèmes en temps réel. Oh shit. Here we go again. On se retrouve à 47 ans à devoir, pour oublier la misère de sa condition, qui en plus est finalement imposée, qui est finalement due à l'aspect extraordinaire de ce que l'on produit, ce qui est paradoxal. Je disais, on se retrouve à devoir chaque soir noyer sa fatigue et sa frustration dans ce qu'Internet a de plus beau. Donc, finalement, si je me suis fait chier à sous-titrer le bordel, de une, c'est pour essayer de faire un pont, on va dire, sémantique, pour essayer de taper un peu dans le réservoir du YouTube anglophone, mais c'est aussi et surtout pour ce bon vieux Elon, ça lui fera un truc à regarder devant son assiette de pâtes réchauffée avant de dormir sur son canapé, histoire de lui faire un instant oublier la misère de sa prochaine journée à devoir régler tous les problèmes engendrés par ces machines attardées. Donc, Mars est-elle terraformable? Pour
répondre à cette question, il va falloir se pencher sur l'histoire de la vie de notre bonne vieille boule de poussière. Alors Mars est né il y a environ 4,5 milliards d'années, et fait intéressant, Mars était l'une des planètes telluriques les plus précoces concernant sa maturation, si on peut dire ça comme ça, puisque on le sait grâce à l'étude de cristaux de zircon retrouvés dans une météorite martienne tombée sur la Terre, que la croûte de Mars s'est solidifiée en seulement 20 millions d'années après la naissance du système solaire il y a 4,67 milliards d'années. Alors pour résumer très succinctement, pour pouvoir comprendre, la formation d'une planète autour de son étoile, donc après la naissance de la dite étoile, quand celle-ci a atteint une masse suffisante donc pour enclencher la fusion nucléaire en son sein. Donc après la naissance de l'étoile, il reste parfois, si la nébuleuse dans laquelle celle-ci s'est formée était bien dégueulasse, pleine de poussière issue de la désintégration d'autres étoiles, donc en gros des nébuleuses crado et poussiéreuses avec d'autres éléments en relative grande quantité autres que l'hélium et l'hydrogène. Donc on se retrouve donc autour de notre jeune étoile avec un disque d'accrétion se formant, donc constitué de poussière et de gaz, tournant gentiment autour de notre étoile. Alors avec le temps, donc la gravité fait son œuvre et ces poussières de merde finissent par s'agglomérer les unes aux autres péniblement pour former des astéroïdes qui formeront ensuite des protoplanètes, quand les machins deviennent finalement assez gros pour atteindre ce que l'on appelle l'équilibre hydrostatique, donnant donc à un corps céleste une forme ronde. Alors non, excusez-moi 30 secondes, alors non Phobos, désolé mais tu ressembles à tout sauf à une sphère, Heureusement d'ailleurs, quelque part que tu finiras par t'écraser, sur Mars d'ici 50 millions d'années, parce que quelque part j'ai envie de dire qu'un anneau, c'est quand même plus stylé qu'un machin qui ressemble à un étron, parce que non, t'es pas une lune, j'en ai rien à foutre de ce que les gens disent, t'es pas une lune, je t'en foutrais moi, une lune, mais tu ressembles à rien, je t'en foutrais moi des lunes, une lune, un gros tas de merde, oui, allez casse-toi, possible ça, ils sont merdés par des astéroïdes à la con qui se sont pris pour, voilà quoi, putain, mais cassez-vous là, bordel. Bon allez, on reprend. Et donc, on se retrouve avec une putain de myriade de protoplanètes, avec des orbites complètement pétées, et excentriques, qui parfois même partagent la même orbite. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Donc au cours du temps, les protoplanètes finissent par se culbuter pour finalement former à la fin nos planètes définitives, autour de notre étoile, et ce, en seulement quelques centaines de millions d'années. Alors je dis seulement, parce que en comparaison du temps qu'il a fallu à notre nébuleuse ignoble pour s'effondrer sur elle-même et créer le Soleil, 100 millions d'années, c'est que dalle, c'est extrêmement rapide. Alors maintenant, penchons-nous sur nos putains de planètes telluriques. Au cours de leur formation, celles-ci vont donc accumuler selon leur masse plus ou moins d'énergie d'accrétion, qui est due donc au frottement et aux impacts de toute cette poussière de merde se conglomérant. Une chaleur qui va se dissiper de façon extrêmement lente une fois que la planète est formée, donc dans l'espace par émission d'infrarouge. Parce que oui, dans l'espace, impossible de dégager la chaleur par convection. Je fais juste une parenthèse, c'est d'ailleurs un problème pour tout engin spatial puisque la chaleur accumulée se dissipe extrêmement lentement. Ça ne peut se dissiper que par rayonnement. Par exemple ça là, ça tu vois, c'est pas des panneaux solaires, c'est des dissipateurs de chaleur. Fermez la parenthèse. Donc tout ça pour dire que donc, dans leur jeunesse, les planètes sont de véritables chaudes. On est chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Oh, c'est chaud. Et donc, pendant une période assez longue, nos jeunes planètes telluriques n'auront pas de croûte solide, car ayant encore tout leur stock d'énergie d'accrétion. Celles-ci sont bien trop chaudes pour avoir une croûte solide. Pendant donc le temps où celles-ci sont de véritables chaudières, les éléments les plus lourds, comme notamment le fer, vont gentiment par gravité se décanter vers le fond de la planète, où ils vont donc en son centre se concentrer. Alors, je fais juste une autre parenthèse. La majorité aussi des éléments extrêmement lourds, comme l'uranium, des éléments radioactifs et fissibles, vont aussi donc se concentrer au cœur et participeront à maintenir le centre de la planète bien chaud. Mais cet apport de chaleur, donc apporté par la fission de gros éléments radioactifs, ça reste anecdotique comparé à l'énergie d'accrétion accumulée. Il fallait que j'en parle parce que c'est aussi, finalement, avec l'énergie d'accrétion, c'est la deuxième chose qui participe finalement à maintenir le cœur d'une planète chaud. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, on va donc se retrouver au cours du temps, donc, une fois que tous les éléments les plus lourds, par simplicité, on va citer que les deux éléments les plus courants. Au cours du temps, les éléments les plus lourds vont donc se décanter vers le centre de la planète, et au cours du temps, donc, deux phases vont se former. On va se retrouver avec un manteau composé donc des éléments les plus légers, comme le silicium, flottant sur un cœur ferreux, donc cœur qui va finir par se solidifier, donc, au fur et à mesure que la température de la
planète va baisser. Parce que oui, plus la pression est importante, plus tu as besoin d'une température élevée pour le faire passer d'un état solide à liquide, et avec une pression constante qui est énorme au centre d'une planète, et une température qui, elle, va diminuer graduellement au fur et à mesure que l'énergie d'accrétion finalement commence à se dissiper par rayonnement infrarouge dans l'espace, bah forcément tu te retrouves avec le cœur de la planète, là où il y a le plus de pression, qui va se solidifier progressivement de l'intérieur vers l'extérieur. Donc petit à petit, au fur et à mesure que l'énergie d'accrétion se barre, on a donc un noyau ferreux et solide qui va apparaître entouré par une masse énorme de métaux liquides qui eux vont se mettre à tourner de façon chaotique autour du noyau ferreux et solide, donc dû à la rotation de la planète, c'est Coriolis. Ce qui va donc provoquer l'apparition d'un champ magnétique énorme, c'est le même principe qu'une dynamo. Voilà, donc phase 1, c'est une boule de matière en fusion. La phase 2, les éléments les plus lourds se décantent au centre, donc on se retrouve avec une phase qui donnera le noyau et une phase qui donnera le manteau. Troisième étape, on a un noyau ferreux, solide, qui commence à apparaître et qui croît finalement au fur et à mesure que la température baisse de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça qui est particulier. Et on a donc à l'extérieur du manteau une croûte qui va se former. Voilà, ça c'est la troisième phase finalement. Là c'est là où ta planète est mature, quand elle a son noyau donc qui est composé d'une phase solide et liquide et son manteau avec sa croûte. Voilà, ça c'est quand une planète a fini sa maturation. Donc je me disais donc, puisqu'on s'intéresse au noyau ici, une fois qu'on a donc notre noyau de fer solide avec cette masse de métaux en fusion qui tourne autour, on a donc notre planète qui va être pourvue d'une magnétosphère. Donc ce champ magnétique énorme, cette magnétosphère produit par la dynamique interne des planètes quand celles-ci ont encore assez d'énergie d'accrétion pour avoir une partie de leur noyau liquide, parce que encore une fois, au fur et à mesure que l'énergie d'accrétion se barre, le noyau ferreux solide croît de l'intérieur vers l'extérieur, parce que tout simplement, encore une fois, la pression est constante mais la chaleur se barre, et plus la pression est élevée, voilà, vous avez compris. Donc ce champ magnétique énorme, cette magnétosphère produite par la dynamique interne des planètes quand celles-ci ont encore assez d'énergie d'accrétion pour avoir une partie de leur noyau liquide, permet donc notamment aux planètes donc proches de leur étoile, là on parle des planètes telluriques, comme la Terre ou Mars ou Vénus, donc ça permet donc à ces planètes de pouvoir garder une atmosphère. Donc atmosphère qui est issue donc de relargage de gaz pendant le refroidissement de la croûte, ou encore importée, notamment pour l'eau, pour la flotte, car l'eau n'est finalement non présente dans les environs proches du Soleil, car sous forme de vapeur est balayée par les vents solaires quand elle est sous forme gazeuse, donc on la trouve que dans les environs lointains du système solaire sous forme de glace. Donc je disais, donc flotte donc importée, donc soit via des comètes, donc ayant pu capter des éléments présents en périphérie du système solaire, car possédant une orbite complètement excentrique, ou alors via la percussion de protoplanètes, encore une fois aux orbites complètement excentriques, qui ont pu donc se gaver de flotte et autres éléments gazeux qui en périphérie lointaine de l'étoile se trouvent sous forme gelée. Et en quelque sorte, ces protoplanètes et ces comètes finalement viennent apporter la flotte quand elle rentre donc en percussion. Enfin voilà, de toute façon, je vais pas m'étaler sur comment l'eau arrive à destination des planètes telluriques et comment leur atmosphère se forme. Le sujet est trop vaste pour en faire une digression raisonnablement courte, mais vous inquiétez pas, je ferai peut-être une vidéo si je vois que celle-ci dégage un certain intérêt pour le viewer. Enfin bref. Donc nous voilà donc avec nos jeunes planètes, ayant donc leur dynamo enclenché, leur croûte solidifiée et une atmosphère formée et donc protégée par la magnétosphère. Concentrons-nous maintenant donc sur Mars. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, Mars fut la première des telluriques à se former, quand la Terre et Vénus étaient encore des boules incandescentes, sans croûte et sans noyau ferreux solidifié. Mars avait déjà fini sa formation, et celle-ci possédait donc sa dynamo et sa croûte, en seulement 20 millions d'années. C'est quand même une sacrée performance. Donc si Mars a pu former une croûte et un noyau ferreux solide en si peu de temps, c'est que celle-ci étant donc bien plus petite que la Terre, 10 fois moins massive, donc Mars a donc accumulé bien moins d'énergie d'accrétion que par exemple que pour la Terre ou pour Vénus. Et donc exactement comme un café dans une petite tasse se refroidit donc bien plus vite qu'un café dans un mug énorme, celle-ci a donc en très peu de temps refroidi. En seulement 20 millions d'années, encore une fois, elle avait formé sa croûte et son noyau ferreux solide. Là normalement vous devriez commencer à entrevoir le problème. Le problème étant le suivant, c'est que Mars a perdu son énergie d'accrétion extrêmement rapidement. Son cœur, avec sa phase solide
et l'autre liquide, hein, donc essentiel pour avoir une magnétosphère, un champ magnétique. Hein, donc ce noyau a donc vu sa solidification progressive et sa cristallisation de l'intérieur vers l'extérieur accélérer. Ça s'est fait en très peu de temps. Je reviendrai sur ce point. Donc on revient sur notre planète en pleine santé, on avance sur toutes les autres, avec donc un bon champ magnétique, une atmosphère comparable en densité avec celle de la Terre, et un putain d'océan géant recouvrant la quasi-totalité de l'hémisphère nord de la planète. Alors, pour éclaircir ce point. Alors, oui, on savait déjà que Mars, hein, donc, était gavé de flotte, hein, que ça soit ses calottes polaires composées de glace et de CO2 gelé, ou alors les traces de ruissellement à chaque fois qu'un astéroïde frappe sa surface, donc forcément il y a de la flotte en profondeur, ou encore les ruissellements d'eau, hein, pendant les étés martiens dans l'hémisphère nord, hein, parce que oui, sur Mars, en été, en pleine journée, il fait relativement chaud, hein, ça monte facilement à 20 degrés. Alors oui, la flotte s'évapore quasi instantanément, hein, avec son atmosphère quasi inexistante, il n'y a pas assez de pression atmosphérique pour garder la flotte en phase liquide, mais néanmoins, celle-ci, pendant un court instant, dégueule sous forme de petits courants d'eau et laisse des marques bien visibles. Donc tout ça pour dire que l'on savait déjà depuis un certain temps que Mars, au niveau de ses pôles ou en sous-sol, était gavé de glace. On savait aussi, hein, que la quantité d'eau actuelle résidant sur Mars était ridicule comparée à la quantité d'eau qu'il y a eu sur la planète. Et ça, donc ça, on le savait grâce au rapport entre l'eau lourde et l'eau normale. Hein, donc en faisant le ratio, parce que tout simplement, quand l'eau s'évapore et tu prends une bassine, l'eau normale, avec donc pour son hydrogène fait de tritium, ça s'évapore bien plus facilement que l'eau lourde avec des atomes d'hydrogène sous forme de tritium. C'est plus lourd. Donc finalement, tu peux savoir combien d'eau s'est évaporée dans ton seau de flotte en faisant le rapport entre l'eau lourde normale, parce que plus l'eau va se barrer et plus t'auras d'eau lourde dans ton seau parce qu'elle s'évapore plus difficilement. Donc on savait déjà qu'elle était pleine de flotte, et en faisant le ratio avec un spectro de masse, on savait que dans sa jeunesse, il y en avait 6 fois plus. Donc c'est vraiment gavé de flotte. Mais malgré donc des plaines ressemblant à d'anciens fonds marins, ou des trucs ressemblant à des cours d'eau avec des roches bien spécifiques, genre des galets, on n'avait pas vraiment de preuves absolument formelles, hein, qu'il y avait donc eu à la surface de Mars des rivières ou des océans, hein, on avait seulement un faisceau d'indices qui laissait entendre que. Mais ça donc c'était avant, parce qu'en 2017, hein, la preuve irréfutable de la présence d'un océan martien énorme, hein, sur son hémisphère nord, grand comme l'océan Arctique, a été découvert, puisqu'il y a entre 3,5 et 3 milliards d'années, une météorite s'est écrasée, hein, dans cet océan et a provoqué un tsunami géant. Et donc ce tsunami géant a laissé des marques absolument irréfutables. Donc tout ça pour dire que, on le sait, hein, ce n'est pas de la supputation, Mars, il y a encore 3 milliards 5 d'années, Mars était encore une planète possédant à sa surface des océans d'eau liquide, et donc possédait forcément une bonne grosse atmosphère comparable en densité à la nôtre, avec certainement un taux de CO2 assez élevé, hein, lui permettant, bien que celle-ci soit plus lointaine que la Terre du Soleil, donc de garder à sa surface des températures permettant à la flotte de rester liquide. Enfin bref, cette putain de planète, il y a encore seulement 3 milliards d'années, était déjà terraformée, hein, c'était un monde tout à fait accueillant, et la vie avait d'ailleurs certainement commencé à s'y développer. Alors putain de bordel de merde, pourquoi aujourd'hui, cette putain de planète s'est transformée en tas de poussière, infâme et ridé, avec à la surface une atmosphère tellement tenue qu'un P pourrait littéralement faire remonter de quelques pascals la pression atmosphérique de toute la planète. Et bien pour comprendre finalement comment et pourquoi cette connasse a eu la bonne idée de se déterraformer, si on peut dire, il faut donc remonter à environ 3,7 milliards d'années. À 3,7 milliards d'années, hein, Mars avait donc déjà 800 millions d'années d'existence et abritait certainement la vie, parce que toutes les conditions étaient requises. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs à l'expérience de Miller pour voir à quel point tout ça se fait tout seul quand les conditions sont réunies. Donc, Mars avait donc une atmosphère digne de ce nom, elle avait des océans, bref, le starter pack d'une planète intéressante. Un véritable deuxième monde qui en plus n'était vraiment, mais alors vraiment pas loin de notre berceau, quoi. Un monde à portée de bras. Il y a 3,7 milliards d'années donc, se produisit dans les entrailles de Mars, donc déjà en fin de vie, après seulement 800 millions d'années, hein, une catastrophe, hein, puisque le cœur ferreux de la planète était déjà quasiment refroidi et solide. Donc naturellement, hein, sans cette phase liquide et ferreuse du noyau tournoyant autour du cœur solide, bah t'as plus de dynamo, quoi. Donc si t'as plus de dynamo, t'as plus de champ magnétique. Donc après quelques tressautements, le bordel a calé et il a dégagé. Et là vous allez me dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce putain
putain de champ magnétique? Eh bien pour comprendre, il va falloir se pencher un instant sur notre bonne vieille étoile, cette centrale thermonucléaire géante à ciel ouvert. Donc une étoile n'est pas vraiment propre dans son fonctionnement, hein, c'est même plutôt l'inverse. Par exemple, notre bon vieux soleil éjecte chaque seconde 1 million de tonnes de matière dans l'espace autour de lui sous forme de vent solaire. Vent solaire donc composé d'électrons, d'hélium et hydrogène ionisés, hein, et tout ça se déplaçant à une vitesse de 600 km/s. Alors heureusement pour nous, ces particules à très haute énergie, composant ce flux de plasma qui est le vent solaire, donc ces particules, le composant, sont chargées électriquement. Bah oui, soit c'est des ions, ou alors c'est des électrons. Donc nos putains de particules sont donc incapables de traverser par exemple un champ magnétique. Elles seront déviées. Et donc ces putains de particules à très haute énergie finalement ne pourront pas rentrer en contact avec les molécules composant notre atmosphère. Et ne pourra donc pas aussi rentrer en contact avec ce qui se balade à la surface. Et heureusement, parce qu'un électron ultra énergisé qui avance à 600 km/s, pour ton ADN, c'est comme une balle. Tu te prends ça dans ton ADN, ça le casse. Enfin bref. Alors non, je fais juste une parenthèse. Il y a bien un endroit où ces particules de vent solaire sur la Terre arrivent à passer, donc même avec un champ magnétique. Et ça, tu peux voir ça au niveau des pôles, dans la mesure où certaines particules de vent solaire, finalement, vont suivre les lignes de champ, et donc, finalement, vont fatalement finir par rentrer au niveau des pôles en contact avec l'atmosphère. Et c'est entre parenthèses pour cela que l'on a au niveau des pôles, donc ces belles aurores boréales, qui correspondent donc à une ionisation de l'atmosphère due à ces particules de vent solaire à très haute énergie venant littéralement en tapant donc dans les molécules composant notre atmosphère, leur dégager ou leur rajouter un électron dans la gueule, les chargeant donc électriquement, les ionisant. Et ça, tu peux l'observer à l'œil nu, parce que voilà, c'est en gros les aurores boréales, c'est ça, quoi. C'est des molécules d'atmosphère qui ont été ionisées. Là, c'est juste une petite parenthèse. Donc, revenons sur Mars, et laissez-moi donc vous raconter cette tragédie aux dimensions cosmiques, s'étant jouée en 2 actes à partir du moment où Mars a perdu son champ magnétique, dû à son manque d'énergie d'accrétion. Donc, je vais t'expliquer, tu vas comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc, acte 1, la ionisation. Donc, dénuées de champ magnétique, les particules de vent solaire, ayant donc un potentiel énergétique énorme, et se déplaçant à une vitesse folle, ont commencé donc à percuter les molécules composant l'atmosphère martienne. Et pour ceux qui ont suivi donc un minimum, vous aurez donc compris que cela a donc eu pour effet de les ioniser, en parlant des molécules de l'atmosphère. Donc soit en chopant l'un des électrons, qui comme une balle de pistolet est venu s'incruster dans la couche électronique des dites molécules de l'atmosphère martienne, chargeant donc électriquement celle-ci. Ou alors par percussion, par exemple d'un atome d'hélium ou d'hydrogène, arrachant cette fois-ci donc un électron à notre molécule, qui là aussi est venu donc la charger électriquement. Alors ça a dû être sacrément beau par contre à contempler, surtout en période de forte intensité solaire. Il faut imaginer donc le ciel martien zébré dans son intégralité d'aurores géantes, comme si le ciel était en feu. Ça a vraiment dû être stylé. Je sais pas s'il y a eu des yeux pour contempler ça, mais ça a dû vraiment être un spectacle qui aurait valu le coup d'œil. Donc, acte 1, ionisation de l'atmosphère. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut foutre, finalement, que les molécules de l'atmosphère martienne soient ionisées, selon toute vraisemblance, celles-ci étant dans un état instable, vont juste finir par récupérer ou éjecter l'électron et vont donc retrouver une configuration stable. Oui mais non, le vent solaire est quelque chose de permanent, bien sûr avec des périodes de pic et de creux, mais globalement, le taux d'ionisation est bien supérieur à celui de restabilisation. On peut dire ça comme ça, je me suis fait comprendre. Mais là, vous allez me dire, bon ok, nos molécules sont maintenant ionisées, elles sont chargées électriquement et gavées d'énergie. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien vous allez comprendre puisque maintenant vient l'acte 2 de notre drame planétaire. Comme je vous l'ai dit, les particules composant le vent solaire sont chargées électriquement et se déplacent à très grande vitesse du Soleil vers la périphérie du système solaire. Et celles-ci se déplacent donc bien trop vite pour que la gravité d'une planète comme Mars puisse les retenir. Donc, on a donc ces particules chargées électriquement et filant vers l'extérieur du système solaire. Seulement, nos particules de vent solaire, qui finalement frôlent sur le côté l'atmosphère martienne, à ce moment-là, vont emporter, comme un aimant, les molécules de l'atmosphère qui précédemment furent ionisées, via une collision avec une particule de vent solaire. Et de cette façon, finalement, les vents solaires arrachent littéralement petit à petit l'atmosphère de la planète. Alors c'est un processus qui est relativement lent. D'ailleurs, c'est pour cela que les scientifiques furent extrêmement surpris qu'il y ait donc encore un océan il y a donc 3 milliards d'années, car
celle-ci avait déjà perdu son champ magnétique depuis déjà un paquet de millions d'années. Donc finalement, sans champ magnétique, et avec ce duo ionisation-attraction électrique des molécules ionisées, hein, qui finalement après suivent donc la trajectoire des particules composant le vent solaire, dispersant donc petit à petit l'atmosphère de la planète dans l'espace. Donc fermez la parenthèse, donc la pression atmosphérique de Mars a progressivement diminué, hein, jusqu'à ce que celle-ci ne soit plus suffisante pour maintenir de l'eau sous forme liquide à la surface. L'eau a donc petit à petit gelé, puis elle s'est sublimée, hein, et cette vapeur d'eau a finalement fini, comme le reste de son atmosphère, ionisée et dégagée dans l'espace, via les vents solaires. C'est d'ailleurs pour cela, à l'heure actuelle, hein, que Mars ne possède plus que le 6e de l'eau qu'elle a pu autrefois posséder, dans la mesure où cette flotte est maintenant dispersée aux 4 coins de l'univers. Alors maintenant, je pense que vous l'aurez compris, mais pour les mous du bulbe, je vais le préciser, Mars n'est pas terraformable. Tu peux imaginer ce que tu veux pour en lui recréer une atmosphère, plante ultra résistante, machine, je sais pas, il y a 40 000 trucs que tu peux imaginer, mais ça ne servirait strictement à rien, puisque tout ce que tu lui balancerais pour reconstituer son atmosphère... Putain! Ferme ta gueule! Puisque tout ce que tu lui balanceras pour reconstituer son atmosphère finira inlassablement ionisé et perdu dans l'espace. Hein, c'est comme finalement si tu cherchais à rénover et réparer une maison qui n'a plus de toit. Tu vas lui refaire toute son électricité, son isolation, les plâtres, la décoration, etc., etc. Mais vu qu'il n'y a pas de toit, tout ce que tu te feras chier à faire sera finalement pourri à la première averse venue. L'histoire de Mars, hein, pour ceux qui ont compris, est un putain de drame. Parce que cette connasse précoce, a perdu son champ magnétique beaucoup trop tôt. Nous avons perdu littéralement un putain de monde qui était pour le coup à portée de main. L'histoire de Mars est certainement l'une des plus tristes, surtout pour les gens comme moi, pour les curieux, hein, qui n'ont finalement qu'une envie, celle de découvrir de nouvelles choses, mais qui malheureusement sont tombés, hein, dans une mauvaise époque. Hein. D'ailleurs, ce mème est une parfaite allégorie de mon état d'esprit, de ma vie. Donc quand tu apprends qu'une putain de planète mitoyenne de la nôtre était terraformée avec une atmosphère et des océans, et que t'apprends que cette pute, que cette salope est morte en cours de route parce que son putain d'alternateur a grillé, bah putain, je peux te dire que ça fout bien les boules. Donc étant personnellement obsédé, hein, par la conquête spatiale, même si je sais que c'est pas pour maintenant, mais je l'admets pas, je continue à rêver finalement d'une humanité quelque part libérée et capable de partir à la découverte de l'univers. Mais bon, là entre parenthèses c'est mal barré puisque c'est tellement complexe que finalement on a décidé de prendre un putain de raccourci en créant finalement un monde au lieu de continuer à explorer celui qui nous est pourtant donné de découvrir. You don't belong here. This is our turn. Fermez la parenthèse. Donc autant vous dire que lorsque je vois des malades mentaux comme Elon Musk, qui lui d'ailleurs n'en a rien à branler, hein, et finalement a réussi à faire passer ses rêves dans la réalité, car finalement lui aussi poussé par cette curiosité dévorante, hein, je suis quand même vachement étonné qu'un gars comme lui ne connaisse pas l'histoire de sa maîtresse. Alors bon, pour revenir à la célestophilie de Elon Musk, hein, à la limite, je peux comprendre, hein, que certains corps célestes soient, comment dire, aguicheurs. Donc je peux comprendre et tolérer finalement cette déviance un peu étrange. Ok. Mais par contre, fantasmer sur le cadavre en décomposition d'un corps céleste mort il y a 3 milliards d'années, alors là je suis désolé mais c'est inacceptable, c'est répugnant. Alors la célestophilie, pourquoi pas? Mais la nécro-célestophilie, alors là c'est non, c'est inacceptable. D'ailleurs, j'ai vu que t'avais un petit différend avec la NASA concernant l'éventuelle terraformation de Mars. J'ai vu qu'il y avait un petit désaccord. Alors, je te le répète, oui ça, n'importe qui ayant un minimum étudié l'histoire de la planète sait pourquoi finalement elle n'est pas terraformable. Hein, Mars n'est pas terraformable, espèce de malade mental. Hein, d'ailleurs, hein, je vais juste une parenthèse, hein, parce que quand l'humanité quelque part sera capable de faire fondre le cœur d'une planète, hein, ou alors quand l'humanité sera capable de créer un générateur de champs magnétiques capable de ceinturer une putain de planète, je t'assure que à ce moment-là, on n'aura plus besoin de planètes à terraformer. Et je pense même pas que l'on puisse qualifier ce qui nous succédera, ceux qui nous succéderont, d'humains. Hein, on aura peut-être créé un truc avec un niveau de conscience supérieur, hein, complètement émancipé finalement du vivant, de l'aspect biochimique du
plus vivant. Enfin voilà, c'est pour les petits malins, oui, mais il y a qu'à lui redonner une magnétosphère. Non mais laisse tomber. Amuse-toi à faire le calcul si tu veux, savoir combien de mètres cubes de roche il faudrait que tu fondes. Amuse-toi à savoir la puissance qu'il faudrait que t'envoies pour créer un champ magnétique capable de ceinturer une planète. Hein. Redonner à Mars son atmosphère, à côté c'est facile. Enfin bref, dans tous les cas, pour en dire que non, Mars n'est pas terraformable, et justement parce que paradoxalement, elle s'est déterraformée. Elle était déjà terraformée, Mars. Donc voilà, donc non, Mars n'est pas terraformable. Mars est un monde qui a été perdu il y a 3,7 milliards d'années. Mars est un monde qui a été perdu pour l'humanité. Donc voilà, hein, c'est vraiment, encore une fois, c'est un... Enfin bref, c'est quand même, encore une fois, vraiment dommage, ce monde perdu. Hein. Qui sait quel genre de forme de vie aurait pu s'y développer si cette vieille peau n'avait pas perdu son champ magnétique si tôt. Alors, après, concernant si oui ou non la vie a réussi à persister sur Mars, j'ouvrirai cette question en fin de vidéo, parce que là, c'est une autre problématique. Mais juste avant, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'insupporte, au plus haut point, hein, surtout dans la communauté des, comment dire, des vulgarisateurs, hein, des pseudo-scientifiques de mes deux, hein, avalant et recrachant du savoir sans le comprendre, comme des esclaves intellectuels. Alors, Rabelais disait, avec extrêmement de justesse, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, ce qui est remis dans le contexte de l'époque équivaut à connaissance sans conscience n'est que ruine de l'âme, qui est finalement une maxime qui rejoint un concept que je développe depuis un certain temps, et finalement comme on est dans ma vidéo, bah, je vais te le balancer, parce que quelque part je t'emmerde. Voilà, donc un concept que je développe depuis un certain temps dans mon citron, quelque chose qui m'apparaît, moi personnellement, comme une évidence, et visiblement Rabelais aussi avait mis le doigt sur le concept. Alors, à mon sens, hein, il existe deux formes de culture. La culture vivante, hein, qui fait finalement partie de votre soi, hein, et vous aide finalement à décortiquer avec plus d'efficacité le monde qui vous entoure. Elle permet par exemple de faire des liens de causalité entre des sphères du savoir qui pourtant paraissent complètement étanches les unes par rapport aux autres. Hein. Finalement, pour le définir, c'est un savoir qui a été compris avant d'être ingurgité. C'est paradoxal, mais avant d'ingurgiter de l'information, avant de capter une connaissance, il faut la comprendre. Il faut tisser des liens de causalité autour de ces nouvelles données, pour finalement pouvoir les incorporer à votre machine à décortiquer le monde qui vous entoure. Nice. Si vous ne faites pas ça, hein, si vous ingurgitez de l'information sans chercher à la décortiquer et à la comprendre, il ne s'agira que de culture morte. Pour définir ce qu'est la culture morte, imaginez donc une ville introspective avec de superbes monuments, de superbes sculptures dans laquelle vous pouvez vous y promener et y décrire finalement les choses que vous y voyez, hein, mais ces choses ne font pas partie de votre être, de votre soi. Cette ville de culture morte, faite de magnifiques monuments et autres bâtiments, finalement encombre et alourdit inutilement votre esprit. Toutes ces données n'ont pas été traitées, n'ont pas été incorporées à votre soi, elles ne servent à rien. Elles sont juste là pour finalement que vous puissiez les montrer aux autres en les décrivant sans les comprendre. Elles sont en vous, mais ne font pas partie de vous. Elles ne vous servent à rien. On a par exemple, donc je vais donner un exemple, on a par exemple un YouTuber spécialisé dans la vulgarisation scientifique, hein. Je hais d'ailleurs l'immense majorité des vulgarisateurs, car ils rejoignent la catégorie donc de ce fameux Kurzgesagt. Hein, et je vais l'appeler Kurz, parce que sinon je vais écorcher son pseudo, hein, donc Kurz, hein, qui est un gros sac de culture morte. On a donc notre Kurz, qui a donc décidé aussi de traiter comme moi le sujet de la potentielle terraformation de Mars. Mais ce Kurz a visiblement donc autant de connaissances que moi, si ce n'est plus, sur le sujet. Mais pourtant, hein, bien que celui-ci ait accumulé toutes ses connaissances, il n'a fait absolument aucun lien de causalité concernant donc les connaissances de la planète en question, c'est-à-dire Mars. Il nous parle donc bien entendu des caractéristiques de la planète. At first glance, Mars seems familiar. Polar ice caps, large valleys, liquid water under its surface, and a day barely longer than Earth's. But Mars is very energy poor. Because of its distance from the sun, solar power is only 40% as effective as on Earth. But even this weakened sunlight is often obscured for days by enormous dust storms. Visible as there's hardly any atmosphere, and Mars's interior is much too cold. Mars's atmosphere is only 1% as dense as Earth's and mostly made up of CO2. Without an extensive magnetosphere or a dense atmosphere, half of all radiation coming from space reaches the ground.
a person on the surface would be subjected to 50 times the radiation that they would be on Earth. 3 years on the surface of Mars exceeds the radiation dose limits imposed on NASA astronauts for their entire career. Mars dust. It's much finer than dust on Earth, so it could find its way into the gears or electronics of our machines. Because it's also very dry, it's electrostatically charged, sticking to everything. Alors, me revoilà assez vite parce que Lorenzo me... Mars has only 38% of Earth's surface gravity, which... Il nous dit noir sur blanc que celle-ci n'a plus de champ magnétique. Il sait aussi, bien entendu, comme moi, de quelle façon son atmosphère s'est fait balayer par les vents solaires. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui continue encore à l'heure actuelle. Mais, comme il n'y a aucun lien de causalité tissé entre les différents éléments, dans sa petite tête de Piaf, remplie à ras-bord de cultures mortes, celui-ci nous affirme que Mars, si nous avions la volonté pour la terraformer, que celle-ci serait terraformable. We are already making preparations to set foot on Mars and to create the first permanent colony outside of Earth, maybe even terraform another planet and turn it into a second blue home. Ah oui, on en revient à mon analogie sur la maison sans toit, hein. Tu fais comment, Kurtz, pour maintenir ta nouvelle atmosphère créée si t'as pas de champ magnétique pour empêcher les vents solaires de la ioniser et de la balayer, hein? Tu le sais en plus que Mars n'a pas de champ magnétique. Tu sais que Mars était déjà terraformé. Comment tu peux, avec toutes les données en tête, affirmer que Mars est potentiellement terraformable? If we push through phase 2 of colonization, anything is possible. Cities illuminating the dark Martian night, a hub for travel between the planets, industries setting foot in orbit, terraforming, a truly multi-planetary future. C'est quand même extraordinaire. T'as vraiment juste accumulé de la donnée sur le sujet sans la traiter. Tu ne comprends rien en fait. C'est d'ailleurs l'impression que j'ai eue en écoutant tes vidéos sur des sujets un peu conceptuels, notamment par exemple sur le stockage en 2D de l'information physique à la surface des trous noirs. T'as les données mais tu comprends pas le concept qu'il y a derrière et ça se ressent et c'est insupportable. Et voilà, je voulais te rentrer dans les plumes depuis un certain temps et c'est chose faite. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule sur l'un des innombrables péons intellectuels n'ayant pas compris que ce qui caractérisait un scientifique était le fait d'avoir une intelligence conceptuelle monstrueuse, comme un philosophe. La seule différence finalement entre un philosophe et un scientifique finalement, c'est d'avoir choisi le monde réel pour tisser ces liens de causalité et créer du concept au lieu du monde introspectif, au lieu du monde des idées pour un philosophe. Les connards juste bons à cracher de l'information appris par cœur et juste bons à jouer les calculettes, vous n'êtes pas des scientifiques. Vous n'avez pas une once d'intelligence conceptuelle. Vous êtes au mieux des techniciens, gavés de culture morte, à ras-bord. D'ailleurs, c'est ce qui m'a stimulé à sortir cette vidéo maintenant, parce que ça m'a tellement énervé de voir quelqu'un ne faisant pas les liens de causalité et comprendre ce qui est arrivé à Mars et pourquoi elle n'est pas terraformable, que je me suis dit, il faut que je la sorte maintenant. Et c'est ce que je fais. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis bien d'accord avec Rabelais, même si quelque part ça me fait chier de m'être passé devant par le personnage. Ça c'est toujours assez emmerdant. Quand tu penses avoir la paternité sur un concept, donc en l'occurrence celui de culture vivante et de culture morte, et que tu te rends compte qu'un enculé des centaines d'années avant toi a déjà quelque part théorisé et posé sur papier le concept que tu pensais être de toi, ça fait chier, enculé va. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, pour revenir très vite, donc, pour conclure, sur une potentielle forme de vie sur Mars. Donc, l'hypothétique vie sur Mars a eu, puisqu'on sait qu'il y avait encore de l'eau à la surface il y a 3 milliards d'années, donc elle a eu, au bas mot, entre 1 et 1,5 milliard d'années pour se développer. Et finalement, le processus de balayement de son atmosphère étant un processus extrêmement lent, qui est toujours à l'œuvre à l'heure actuelle, je le rappelle, il est fort possible que des formes de vie, bon alors, des trucs pas trop complexes, on doit être encore dans l'unicellulaire prokaryote, genre arché, des extrémophiles, enfin bref. Donc il est fort probable que des formes de vie aient subsisté et se soient progressivement adaptées, aux conditions de plus en plus difficiles, et que celles-ci persistent encore dans la glace en profondeur, sous la poussière. Je fais juste une petite parenthèse, si un truc comme Radio-Durance existe sur la Terre, on peut supputer que des trucs aussi résistants ont pu se développer sur Mars. Pour appuyer ce que je raconte, j'ai une potentielle
seule forme de vie encore présente à l'heure actuelle sur Mars. Donc pour appuyer ce que je dis, et pour donner finalement un peu d'espoir après cette triste histoire hein, concernant Mars, les scientifiques se sont aperçus que durant les étés martiens, dans l'hémisphère nord, donc là où il y avait cet océan, des quantités énormes de méthane étaient libérées dans l'atmosphère. Alors, Mars étant géologiquement une planète morte, ce méthane est très probablement hein, dû à une activité biologique. Donc Elon, je sais que t'es certainement un peu perturbé hein, d'apprendre que Mars est voué à rester un gros tas de poussière de merde, mais néanmoins, quand tu iras faire un tour sur la planète, essaie de te poser pas loin de là où le méthane sort en été. Il y a moyen que tu trouves un truc intéressant, qui fera certainement l'effet d'une bombe pour l'humanité, hein, qui aura enfin la preuve, on va encore casser un peu cet anthropocentrisme ridicule, hein, qui aura enfin la preuve que la vie finalement peut se développer absolument partout quand les conditions sont réunies. Hein, donc je serai toi, je me poserai par ici et j'emporterai un microscope. Il y a moyen que tu trouves quelque chose d'intéressant.